C'est parti pour le grand débrief de l'Actu Tech. Il est 10h45. On est en direct sur la chaîne Bismart. Aujourd'hui, autour de la table pour débattre de tous ces sujets qu'on va traiter ensemble. Et il y en a, vous allez voir, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va essayer d'y arriver. Alexandra Iteanu. Bonjour Alexandra. Bonjour Delphine. Avocate spécialiste des sujets du numérique, de la cybersécurité. Alain Garnier est aussi avec nous. Bonjour Alain. Bonjour à tous. CEO de Jamespot et Philippe Legrand. Bonjour Philippe. Bonjour Delphine. Ravi de vous avoir tous les trois. Vice-président d'Infranum, on va parler des infrastructures encore, et président de Téléos. Alors, bon, je l'avais pas mis au programme, mais je me suis dit qu'on pouvait pas passer à côté de l'annonce de Scaleway qui récupère le Health Data Hub, qu'on appelle maintenant la plateforme des données de santé. Donc, il y aura vraiment une migration de la plateforme Microsoft Azure vers une solution sécurisée, souveraine, française, quoi. Et on est super content. Hein. C'est quand même une bataille très très longue qui a été menée pour en arriver là. J'en parle avec d'autant plus d'enthousiasme et d'émotion que la première émission que j'ai faite sur Bismart, j'étais en interview avec Michel Paulin et notre sujet c'était le Health Data Hub et le problème de l'appel d'offres qui n'avait pas eu lieu. Donc, vous voyez. Bref, on va parler. On va parler aussi du piratage de l'ANTS, l'agence des titres sécurisés. On va s'intéresser au rachat de SFR. On va parler du départ de Tim Cook. Et puis peut-être qu'on aura le temps aussi de dire un mot sur la collaboration entre le gouvernement et AMD. Mais on commence avec ce qu'il faut savoir sur la fin du cuivre. Et pour lancer la discussion, nous sommes connectés avec Marie Lamoureux. Bonjour Marie. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Vous êtes directrice des infrastructures d'Axione, qui est un spécialiste du déploiement des infrastructures. Déjà, peut-être un état des lieux. On en est où de cette fin du cuivre en France? Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Alors déjà, moi j'ai envie de peut-être de reparler de la fibre avant de parler du cuivre. Ah, bon, puisque... on va peut-être en parler après parce que notre sujet c'est le cuivre quand même. Hein. D'accord, okay. Très bien, très bien. Non, donc on en est où sur la fermeture du cuivre? Donc pour le moment, on a à peu près 1000 communes en France qui ont fermé au cuivre. Dont environ 300 chez Axione. Donc, vous voyez qu'on a un opérateur vraiment très investi sur ce sujet-là. Et ces 1000 communes, ça représente à peu près 1 million de logements. Donc, j'ai envie de dire, on est au début. Mais en tout cas, sur ces premières phases de fermeture, c'est vraiment un succès. Tout s'est très bien passé. Donc, ce qui laisse augurer vraiment... que du positif pour la suite et dans le plan d'Orange, la fermeture complète est prévue d'ici 2030, donc d'ici 4 ans, on devrait avoir une fermeture complète de ce réseau qui accompagne les Français depuis plus de 50 ans. Quand même. Et ça vous semble un bon calendrier, tenable, voilà, raisonnable? Alors, c'est un bon calendrier au niveau national. Après, nous... donc Axione, on déploie la fibre uniquement dans les zones rurales. Donc on a déployé un peu plus de 3,5 millions de prises. Nous, on est prêt à aller plus vite. Okay. Puisque grâce à l'engagement de l'État français, du régulateur, etc., les zones rurales ont été déployées quand même dans des calendriers très ambitieux et qui ont tous été tenus. Donc nous, on aimerait justement accélérer les choses pour que les zones voilà, qui sont déjà prêtes, et c'est le cas des réseaux d'Axione, puissent anticiper la date de 2030 et aller le plus vite possible. Alors j'ai vu qu'en plus, il y a une annonce gouvernementale de généralisation du dispositif d'accompagnement donc pour aider à financer les travaux s'ils sont nécessaires au moment où on va installer la fibre optique. Ça peut aider aussi, Philippe? Ah oui, absolument, mais je veux pas... Enfin, Marie saurait en parler très très bien. Il y a une petite enveloppe pour aider au financement des travaux de raccordement sur les zones privées, sur les zones privatives, ouais. Pour le cas où on est dans une situation de carence d'infrastructures en génie civil, en effet. Ça va accompagner le mouvement, en effet, pour les personnes ou les entreprises les plus démunies. Alors Marie, on a eu aussi la semaine dernière, je crois, je ne sais plus, les jours passent tellement vite, un débat sur le problème du coût de la maintenance aujourd'hui du réseau installé en fibre optique. Quelle est votre position là-dessus? Nous, effectivement, ce qu'on constate, mais c'est la même chose pour tous les services publics en France, c'est que le coût d'exploitation d'un service public dans une zone dense
où les distances sont très, beaucoup plus petites Mmh. et où on a beaucoup moins d'impact. Alors dans les réseaux, là je vais parler un peu technique, désolée, mais dans les réseaux télécoms, un facteur de coût très important, c'est est-ce que vous avez des poteaux ou est-ce que vous avez des réseaux enterrés? Et donc nous, dans les zones rurales, on a énormément de poteaux. Donc dès qu'il y a une tempête, Ouais. un arbre qui tombe, et cetera, on a des coûts de maintenance très élevés parce qu'il faut que les équipes interviennent le plus vite possible. Plus le réseau est enterré et moins vous avez de coûts de maintenance. Donc effectivement, ces deux situations cumulées font que dans les zones rurales, les coûts d'exploitation sont beaucoup plus élevés que dans les zones urbaines, alors que les tarifs sont les mêmes. Donc Mais on a, la fibre nous, optique, on elle est pas estime qu'il sur y a un des sujet. la fibre optique, elle est pas sur des poteaux quand même? Si, Si? si, 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 Ah si, oui, si, si. Elle est dans des 50%. câbles sur des 50. poteaux au-dessus, Ah, voilà. c'est fou ça. Soit des Waouh! poteaux orange, soit Vous des saviez poteaux ça? Enedis. Non, pas du Oui, tout. oui. Ah ouais. 50% du linéaire est aérien en 50%. France. Ouais. C'est même 53% à peu près en linéaire. Ouais. OK. Ouais. Bon, effectivement, ça interroge. Quels sont, selon vous, justement, les grands défis dans les collectivités les plus rurales sur ce passage à la fibre optique? Et on entend aussi encore certains dire, bah, finalement, moi, je préfère rester au cuivre, j'en ai pas forcément besoin de la fibre optique. Alors nous, quand même, dans les zones où on intervient, le cuivre est souvent d'assez mauvaise qualité par rapport aux Ouais, zones urbaines. Donc les usages sont quand même très vite contraints. Et on observe aussi depuis le Covid quand même une recrudescence exode urbain, c'est peut-être un peu fort, mais de gens en tout cas qui cherchent à avoir la même qualité de vie et de pouvoir travailler dans les mêmes conditions à la campagne qu'à la ville. oui, Et donc la fibre est vraiment nécessaire. Et on ne peut pas continuer à avoir deux infrastructures exploitées en parallèle, sinon économiquement, ça ne fait pas sens. mm, Donc il faut absolument effectivement qu'on arrive à migrer tout le monde sur le réseau fibre. Les gens qui ont migré sont tous très contents. Voilà. Après, voilà, il faut donc dans les obstacles, vous le citiez tout à l'heure, il y a des gens pour qui passer à la fibre, ça nécessite des travaux. Comme le disait Philippe, ça peut nécessiter des travaux sur la parcelle privée. Donc là, effectivement, on a beaucoup poussé pour que l'État aide les ménages, les foyers les plus en difficulté, parce que ça peut être plusieurs milliers d'euros en fait qui sont nécessaires pour permettre d'avoir la fibre optique. Donc ça vraiment il faut absolument que là, ce processus ouais. soit généralisé. Et là, c'était plutôt une expérimentation, donc qui soit effectivement qui perdure jusqu'à la fin du réseau cuivre. Et il faut aussi effectivement aider, accompagner les entreprises. Il n'y a pas que les foyers et ménages qui peuvent avoir des difficultés. Les petites entreprises ça peut aussi nécessiter pas mal d'investissements de passer à la fibre optique. Et ça, pour les petites entreprises, il y a également un dispositif d'accompagnement qui est prévu, financier? Non, il y a pas de dispositif, donc ça peut être effectivement quelque chose qui peut être réfléchi, pour accompagner les entreprises, dans leur migration vers la fibre optique. Ouais. Parce Philippe? qu'en fait, on le Oui. voit aujourd'hui, les entreprises sont un peu en retard, sont un peu en retard dans la transition, sont un peu en retard dans l'appropriation de tout ce qui est, vous en parliez tout à l'heure, hein, de l'IA souveraine, et cetera. Donc c'est Ouais. vraiment très important que ces entreprises, elles aient le socle d'infrastructure, de fibre optique pour derrière pouvoir, monter en gamme sur, les usages numériques. OK, allez, on fait un petit carton rouge, carton vert sur la fin du cuivre. Vous dites la fin du cuivre, oh non, c'est pas bien, carton rouge. Ou bah oui, c'est bien, passons tous à la fibre optique. Bah, voyez, alors, on est des convaincus, Marie Lamoureux. Merci beaucoup pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes la directrice des infrastructures d'Axione. Allez, nous on enchaîne avec tous nos autres sujets. Je voulais qu'on commence par le piratage de l'ANTS parce que les fuites de données, ça commence à bien faire. On ne sait pas jusqu'où ça va aller et voilà, c'est assez désespérant. Quand ça touche l'Agence nationale des titres sécurisés, enfin, on se dit que là vraiment,
Quand on nous parle de la vérification de l'âge demain, Totalement. en utilisant notre biométrie ou nos papiers d'identité, on se pose la question de la sécurité de toutes ces données. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire face à cette hémorragie? Alors, je mets un petit bémol avant de vous faire réagir et de vous entendre, hein. J'ai quand même vu que Damien Bancal, l'excellent Damien Bancal dans Zataz, s'interroge sur cette fuite et il se demande si c'est peut-être pas un peu exagéré et si c'est pas un peu bidon, comme il dit, hein, puisqu'il y a des contestations qui sont formulées par des pirates informatiques sur les forums où la revendication a été diffusée. Voilà, visiblement cette fuite serait un peu surestimée, on n'aurait pas toutes les preuves. Reste que il y a un communiqué de la NTS qui dit quand même qu'il y a une fuite de données. Et aujourd'hui, j'imagine que ça nous interroge. Alors, qui commence? Alain? C'est problématique. La France, on fait partie des plus attaqués et aussi sur lequel il y a le plus de fuites quand on regarde en Europe. Donc il y a une vraie problématique. Et moi, je pense qu'il y a deux dimensions dans cette histoire que je vois. Il y a une première, c'est que de toute façon, les menaces cyber vont aller croissant, donc il faut se préparer à ça. Mais il y a aussi une façon dont on traite ça. Et moi, je pense que, et ça c'est un point pour moi qui est assez essentiel, en fait, la France, avec son modèle très centralisateur, on passe notre temps à centraliser parce que ça nous rassure ou parce que c'est notre histoire. C'est catastrophique par rapport à ces questions de cyber. Parce que là, ce qui se passe, c'est pas le cas forcément en Allemagne ou dans d'autres pays. C'est-à-dire que on pense que parce qu'on va avoir un seul système national hyper sécurisé, on est à l'abri de tout. Or, comme on voit qu'effectivement, c'est très difficile de faire face aujourd'hui aux menaces, je parle même pas des risques avec l'IA qui accélère ça, voilà. En fait, on se met en situation d'avoir des failles de l'échelle nationale, systématiquement. Comme là, ça arrive pour la NTS. Donc je pense qu'il faut... C'est la question des gros fichiers, quoi. Voilà, il faut urgemment repenser ça et se dire qu'il faut qu'on quitte cette idée très centralisatrice française, mais pour plein de choses. Hein. C'est vrai aussi pour la cyber, c'est vrai pour les achats, c'est vrai pour... Enfin, il faut qu'on quitte cette idée que la centralisation dans un monde connecté, c'est la solution. Non, c'est la faiblesse. Et je pense que ça, c'est structurel. On aurait eu un fichier par département, par exemple, il y aurait peut-être un département touché, voilà. Mais là, on pense qu'on va le faire au niveau global. Et, voilà. Et je vois bien, à chaque fois, on se dit, mais si, le prochain sera plus sécurisé. Et là, du coup, on a carrément tous les Français. Donc, le coup d'après, voilà. Donc ça, c'est vraiment mon point de fond. Après, Alexandra? Ouais, non, mais c'est du sûr. chef, oui. Alors, en tout cas, nous, au cabinet, c'est vrai qu'on assiste. Alors, il y a l'ANSSI qui l'a dit, il y a plus 51% d'exfiltration de données. On assiste à une explosion des cyberattaques, et pas que des cyberattaques, d'ailleurs, au cabinet, des violations de données, parce qu'il faut bien comprendre qu'une violation de données, ça peut venir de l'extérieur, mais ça vient aussi beaucoup souvent de l'intérieur. Donc, on a souvent des anciens salariés, des intérimaires, des techniciens qui téléchargent des bases de données illégalement et qui les mettent sur le dark web. Et on assiste vraiment aujourd'hui, et on le voit, c'est-à-dire un vrai commerce parallèle de ces bases de données sur le dark web, qu'elles soient issues de cyberattaques ou de violations en interne. Ça, c'est important de le dire. C'est la première chose qui est importante de dire. Deuxième chose, c'est qu'il faut... Et puis, il y a la cyberattaque aussi, c'est-à-dire la faille informatique, mais il y a aussi l'usurpation d'identité qui est de plus en plus fréquente. Et voilà, du coup, on a accès... Le maillon faible, c'est l'humain, et on a accès à tout. Et il y en a énormément, de plus en plus grâce à l'IA, avec les deepfakes qui imitent les voix. Et c'est des choses qu'on voit aujourd'hui de manière quotidienne au cabinet. Et il y a une seconde chose que j'aimerais dire, c'est qu'en France, on a vraiment ce sentiment souvent de honte quand il y a une cyberattaque. Et donc souvent, on vient nous voir 6 mois après, 1 an après, parce qu'on s'est rendu compte justement que c'était sur le dark web. Il faut quand même que cette honte, elle change un peu de camp. Alors effectivement, on est responsable quand il y a une cyberattaque, mais on est aussi un peu victime. C'est important de porter plainte, c'est important de notifier à la CNIL, parce que c'est comme ça qu'on appréhende ces gens-là, et on en appréhende de temps en temps. Il ne faut pas se dire que c'est dans une grande impunité. Donc, important quand même de rappeler qu'il ne faut pas avoir honte et que les 72 premières heures, elles sont très, très importantes. Ouais, ça, c'est très important, effectivement. L'entreprise est victime. Hein, oui, elle reste victime. On porte plainte, on est victime. Effectivement, la honte doit changer de camp, mais ça n'en reste pas moins une petite fierté, et pas une grande fierté en tout cas, de voir nos agences nationales à chaque fois se faire pirater les unes après les autres. On va bientôt identifier celles qui... Comment ça, une fierté? J'ai pas compris. Non, c'est pas du tout une fierté, justement, de voir ça. En plus, la NTS, en plus, c'est pas n'importe quelle administration. Donc non, c'est pas une grande fierté, effectivement, d'avoir ce genre d'informations qui arrivent. Alors, Alain disait, ça arrive plus en France qu'ailleurs. J'espère pas. Si c'est le cas, c'est encore plus dramatique. Il est vrai qu'il faut les chiffres sont... Oui, vraiment. Il faut qu'on adapte en tout cas nos architectures et nos process, d'autant plus que sur le fait de publier sur le dark web des fichiers nominatifs avec les informations de tout le monde. Donc là, on a même un problème de RGPD qui n'est même pas appliqué dans cette agence nationale. Donc
effectivement, il va falloir mettre les bouchées doubles sur la cybersécurité Alors dans c'est nos pour ça que j'ai administrations. fait une petite intro en prenant des pincettes sur les informations qu'on a trouvées sur Oui, les oui. forums, parce que bon, on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Et puis, il y a quand même une bonne nouvelle aussi, je voulais signaler qu'il y a eu l'interpellation hier, confirmée par le parquet de Paris, hein, d'un homme soupçonné d'être à l'origine de plusieurs cyberattaques, notamment visant l'éducation nationale d'ailleurs, et un deuxième aussi qui n'a pas été confirmé. Mais donc, il y a quand même des coups de filet Ouais. aussi. D'où l'importance de porter plainte pour pouvoir Exactement. qu'une enquête soit menée. Si on porte Et pas de rapidement, plainte, et malheureusement, rapidement. le parquet peut pas ouvrir d'enquête. Allez, on passe à notre revue de presse pour sortir nos cartons. Le Figaro titre rachat de SFR. Orange, Bouygues Télécom et Free décrochent l'accord de Patrick Drahi. Leur surenchère à 20,35 milliards d'euros a été acceptée par l'homme d'affaires. Une longue période s'ouvre désormais pour obtenir les autorisations réglementaires. Parce que bon, il suffit pas de dire qu'on se met d'accord pour que tout ça soit exaucé. Ça va être encore long, mais ça y est, c'est fait. Ce deal, mais ça fait des années qu'on en parle. Enfin, ce deal, en tout cas, ce retour à 3 opérateurs. Ça fait des années qu'on en parle. Il semblerait que là, ça y est, on y soit. Quel regard vous portez, ne serait-ce que sur la somme, tiens, 20,35 milliards pour SFR? Oui, on est à peu près sur la somme objective que souhaitait Patrick Drahi. Évidemment, il avait demandé plus. Ça lui permet, ça permet au groupe Altis de se désendetter suffisamment. C'est plutôt une belle vente. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais en même temps, il y a un vrai enjeu pour les 3 opérateurs. Ça sera long et pour plusieurs raisons. D'abord parce que le deal n'est pas complètement conclu. Il reste encore quelques semaines de discussion et après, il y aura le passage au niveau des autorités de la concurrence française, voire même Commission européenne, voilà, puisque Orange est de la partie. Et une fois que ça sera réalisé, on parle de fin 2027, qui me semble un calendrier assez ambitieux, mais mettons, derrière, une structure sera créée à partir de laquelle les actifs de SFR seront partagés entre les 3 opérateurs, dont les actifs réseau. Et là, avec les systèmes d'information, enfin bref, on peut parler encore de 2 ans supplémentaires. Ça peut nous amener donc à début 2030 pour que cette cession soit effective et constatée au quotidien auprès des Français. Et qu'on commence à voir ce que ça veut dire pour un abonné SFR. Et ce que ça veut dire pour un abonné SFR et ce que ça veut dire pour le marché. Alors moi, j'y vois plusieurs signaux positifs. Le premier signal... Carton vert ou carton rouge déjà Pour moi, c'est un Carton vert, ok. Ouais. Tout le monde, très bien. Premier signal positif sur la santé des opérateurs. On sait bien que cet écosystème des infrastructures numériques repose sur la bonne santé des opérateurs. La théorie du ruissellement ne marche que s'il y a quelque chose à faire ruisseler. Et aujourd'hui, ils sont quand même sous pression face aux investissements qui ont déjà été consentis et ceux qui arrivent demain. On a parlé notamment des sujets sur le cloud. Et alors ça, c'est le premier élément qui est tout à fait positif. Le deuxième élément, c'est qu'on l'a vu, et d'ailleurs Marie Lamoureux le rappelait, les entreprises françaises ne sont désolé, pas un peu en retard, elles sont complètement à la rue sur la digitalisation. En Europe, on est 20e sur 27, on est au niveau de la Roumanie, c'est sur la diffusion du digital dans les entreprises. Et on a vraiment besoin que le marché du B2B se structure et que émergent enfin des services plutôt que de faire une simple concurrence sur les prix qui stérilisent toutes les facteurs d'innovation. J'entends quand même dans votre discours, ça veut dire que les prix vont augmenter. Oui, très probablement. Bon. Oui, ça me paraît inévitable. Ok. Mais le prix est trop bas en France. Voilà. On est beaucoup plus bas par rapport à la moyenne européenne. Mais voilà. Et on a besoin d'acteurs solides. Ouais, Exactement. voilà. Ouais. Ah oui, parce que la concurrence est féroce. Et nous, Mais bon, pour le pouvoir d'achat, c'est pas une bonne nouvelle. oui, enfin, le pouvoir d'achat, il faut aussi relativiser. En fait, aujourd'hui, effectivement, on ne paye pas assez cher nos opérateurs locaux. Et par contre, on paye très très cher les opérateurs étrangers GAFAM. Dans les entreprises. Hein. Oui, mais dans les entreprises Parce comme que chez aussi les particuliers. mais les particuliers également. Ils ne s'en rendent pas compte. Quand, par exemple, les particuliers achètent leur smartphone, ils les achètent où? Ah oui. Quand les particuliers achètent... C'est vrai que ça coûte cher. Quand les D'accord. particuliers laissent 30 à 40% de ce qu'ils achètent sur le smartphone à l'opérateur, c'est qui le récupère? Oui, ça finance pas les retraites. Et ça finance pas les retraites. Quand les 3/4 du réseau financé par les opérateurs exploité par les GAFAM qui ne donnent pas un copec. Parce Alors, pas un copec, c'est pas Non. totalement vrai. Aujourd'hui, ils ne Ils payent donnent pas. beaucoup de copecs maintenant, Voilà. plus en tout cas. Oui. Mais bon. Le fair use, par exemple, le fait de dire qu'ils allaient payer en fonction de leur consommation a été Le retoqué. faire cher. Ouais. Le faire cher, pardon, oui, pas le fair use. Oui, tu as raison, le fair use, Le fair use, c'est que c'est Alexandra. Voilà. Écoutez, il y a- Voilà. Oh là là, autant pour moi. Et donc non, et aujourd'hui, on a justement une ponction des GAFAM sur ces réseaux-là, et je suis complètement d'accord, il faut qu'on ait des infrastructures de qualité, et donc il faut en face qu'on ait aussi du cash pour faire ça. Donc il faut équilibrer ça, et aller prendre justement ces poches
et c'est d'où l'intérêt de la souveraineté, ces poches américaines sur lesquelles on donne trop d'argent, pour les remettre sur les opérateurs locaux. En l'occurrence, effectivement, là on parle des telcos, mais il faut aussi monter sur la partie cloud et sur la partie logicielle. Alexandra? Non, mais je n'ai pas grand-chose à dire sur ça, à part sur le coût. Ce qui est intéressant, moi je fais le lien avec les cyberattaques et les violations de données. On dit qu'il faut mettre des mesures de sécurité proportionnelles au coût investi. Oui. Effectivement, c'est vrai que si on a un coût qui est bas, comment est-ce que, d'une certaine manière, ces opérateurs-là vont pouvoir investir pour la sécurité et la continuité des services? Donc c'est vrai que ça rejoint un peu ce que dit Alain sur ça. Allez, on passe au Monde qui titre « Tim Cook passe la main à la tête d'Apple, une entreprise extrêmement rentable, restée à l'écart de la course à l'IA ». C'est John Ternus, le vice-président de la division produits physiques, qui va lui succéder au poste de PDG le 1er septembre. Alors, carton rouge, carton vert, vous êtes content que Tim Cook cède la main? Ouais, moi je dis qu'il était... Ouais, c'est bien, c'était le moment. Pas trop d'avis. Voilà. Allez, Alexandra, pourquoi pas trop d'avis? En fait, moi, je remarque un truc, c'est que ces chefs d'entreprise, aujourd'hui, c'est devenu un peu des politiques, quoi. Ouais. Effectivement, c'est important. On ne sait pas trop qui C'est très incarné. C'est très incarné, Ouais. totalement. Et donc, on sait pas trop quelle va être la ligne, du coup, d'Apple avec ce nouveau dirigeant. Donc, c'est pour ça, carton orange sur ce coup, à voir quelle va être la ligne. C'est vrai, on ne sait pas, effectivement. Alain? Oui, alors par contre, le bilan de Tim Cook, c'est exactement ce que tu as dit, c'est une boîte qui est devenue rentable. En fait, c'est un homme qui a industrialisé, créé de la marge de l'EBITDA, mais il n'a pas créé vraiment d'innovation. Et d'ailleurs, sur l'IA, il n'y en a pas. Et par contre, le fait de prendre celui qui est sur le matériel, pour moi, c'est un signe très intéressant parce qu'il y a une hypothèse dans laquelle l'IA mange tout. Et dans ces cas-là, je pense qu'Apple là, est dans une phase de régression. Se dit, l'IA est en train de tout manger, on ne sait pas où on va, nous. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les gens achèteront du matos. Donc, revenons au matos. Moi, je sens ça comme un repli identitaire d'Apple. Il ne faut pas oublier qu'au départ, Apple, c'est quand même du matériel. Donc, n'ayant pas réussi à aller pas au bon endroit sur les services, on préserve la partie business qui est la plus sûre, quoi. En se disant, voilà. Et là, je sens qu'Apple, qui était une boîte Think Different, c'est vraiment Think conservateur, quoi. Donc, ça veut dire que là, moi, c'est pour ça que je suis contente aussi que Tim Cook s'en aille, parce que je me dis peut-être qu'on était entré dans une ère un peu trop conservatrice et que ça va donner quelque chose de différent. Je ne sais pas si je dois partager le même avis. Alors, je suis d'accord sur une chose, c'est que les dirigeants d'entreprise sont très politiques. Et le message qui est donné me semble extrêmement clair. D'ailleurs, les discours qui ont environné cette passation en cours, parce qu'elle n'est pas encore réalisée, cette passation en cours, sont complètement orientés vers l'innovation technologique et quelque part, et là Alain, je te rejoins complètement, sur le rattrapage vis-à-vis de l'intelligence artificielle, parce que Apple est un peu décroché par rapport au reste du marché. Moi, j'ai vu beaucoup de messages positifs. Est-ce que l'incarnation de ce nouveau PDG va vraiment insuffler une dynamique ou est-ce que cette dynamique était déjà lancée précédemment? J'ai plutôt l'impression que tout était un peu dans les cartons. Il y a une vraie volonté, en tout cas d'Apple, d'afficher son rattrapage technologique. Et je trouve ça bien parce que l'innovation technologique chez Apple sur les dernières années, on la voyait moins. Elle avait existé beaucoup. Ils ont été très disruptifs dans les années 2008-2009. Et depuis, on la voyait moins. Et là, je pense qu'on devrait. Peut-être qu'on peut innover ailleurs que dans le smartphone aussi. C'est vrai, Alain, le fait que ce soit quelqu'un du produit, ça c'est intéressant. Parce que même si on regarde les concurrents, parce que là, on parle de l'IA, on dit ils sont à la traîne par rapport aux autres. Mais par rapport aux autres fabricants de smartphones, non. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les applications d'IA sur les smartphones, c'est chez Sam Altman, c'est chez Google et Anthropic. Et Johnny Ive, il est parti chez ChatGPT pour monter le fameux nouveau device qu'on devrait tous porter. Où est-ce qu'il sera d'ailleurs? Dans nos cheveux, dans nos oreilles je ne sais pas. Il y a plein d'endroits du corps qui n'ont pas été encore explorés. Et donc là, tout d'un coup, Apple n'a pas dit non, nous, on sait ce qu'on va faire, comme ils l'ont fait, par exemple, quand ils sont passés du smartphone, par exemple, à la montre. Faut pas oublier que, par exemple, là, les petites oreillettes, c'est quand même ce qui leur rapporte aujourd'hui une marge de malade. Donc voilà, donc là, on se dit, oui, il faut effectivement quelqu'un du matériel pour dire quel sera le prochain matériel, mais qui sera exogène, autre chose que le smartphone. Ce que j'allais dire, parce qu'ils sont tous en train de dire que ça va être l'ère du zéro écran, bientôt, qu'on va converser sans avoir forcément un écran dans nous. Donc, vers quoi ça va mener? Peut-être aller au-delà du smartphone à l'avenir, quoi.
En tout cas, oui, ce que je voulais juste dire à Tim que il n'avait pas vraiment raté grand-chose parce qu'aujourd'hui, dans le monde du smartphone, personne n'a vraiment trouvé la recette. Ça le rassure, je pense. Oui, voilà, je voulais le rassurer. Alors, on va terminer. Non, on va essayer de caser un autre sujet, mais je voulais qu'on parle aussi du titre de l'informaticien cette fois. L'informaticien qui parle de l'entente entre AMD et l'État. Le gouvernement et AMD vont renforcer leur collaboration dans le but de renforcer le numérique et l'intelligence artificielle dans notre pays. Voilà, donc que pensez-vous de cette collaboration entre le gouvernement et AMD pour accélérer dans l'IA? Pour moi, on est beaucoup souvent suiveurs. Carton rouge, carton vert. Non, c'est une bonne chose de le faire. C'est une bonne chose, mais par contre, il y a un petit côté lent et là aussi un peu conservateur. Je m'explique. Alors que tout le monde aujourd'hui, les derniers modèles dont on vient de parler ont été finalement construits, éduqués, non plus sur du Nvidia, mais sur d'autres puces, que ce soit les puces chinoises, par exemple, ou les puces qui sont poussées par AWS. Et donc nous, État français, on se dit nous aussi, il faut qu'on soit souverain. Et puis Nvidia en fait met des prix tellement chers et surtout crée de la pénurie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, l'État n'arrive pas à avoir autant de puces qu'il voudrait pour mettre sur Outscale pour déployer son IA. D'accord. Et en plus, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stock. Mais en plus, pour avoir accès au stock, il faut payer cher et l'État n'a pas d'argent. Donc ça, j'ai vraiment ces informations-là. Donc ils se disent, faut que j'aille chercher ailleurs. Mais là, j'ai envie de dire, OK, AMD, alors là, waouh, super, c'est vraiment le numéro 2. Donc là, c'est pas très innovant, justement. Et à côté de ça, par exemple, on a un acteur français qui s'appelle Seapearl, qui est là, OK. Et j'ai envie de dire, mais où est-ce qu'elle est la commande pour Seapearl? On leur a donné des subventions déjà pour France 2030. On attendra. Mais c'est là où il fallait mettre le paquet. Bien sûr. Oui, parce que là, c'était disruptif. Et de deux choses l'une. Soit Seapearl, dans 5 ans, c'est devenu un géant mondial. Soit pas, mais au moins, là, aujourd'hui, on va encore payer les Américains. Ouais. Donc là, je suis toujours cette frustration de l'État français qui, systématiquement, veut un gros en face pour être rassuré. Et en fait, il se fait à la fin avoir d'un point de vue industriel et financier. Ouais. Donc moi, j'ai envie de dire, oui, il fallait sortir d'NVIDIA, mais allez chez Seapearl. Et oui, Seapearl, c'est petit. C'est presque un carton rouge quand même, Alain. Ouais, c'est un carton vert qui est un peu rouge. Ouais, mais voilà, c'est... mais parce que voilà, et on l'a en plus, notre champion potentiel. Donnons-lui des chances. Donnons-lui des chances. Est-ce qu'il était positionné exactement sur... Mais il fait aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des puces d'IA, supercalculateurs pour créer des modèles d'IA. Ouais, c'est clair. C'est son positionnement en plus. C'est clair. Il y a un problème d'exemplarité, quoi. C'est comme pour le Health Data, qui a évolué aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que l'État qui incite les particuliers, les entreprises à acheter français européen, lui-même utilise un américain? C'est vrai que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Mais ça reste positif, malgré tout, parce qu'il y a quand même un État stratège qui a bien pris en compte, au moins, ce besoin de se rapprocher, pour le coup, d'AMD, mais de préparer l'avenir. Mais je suis d'accord, c'est un vert qui pourrait être un peu orangé. Disons qu'on est content parce qu'on sent une politique industrielle pour le numérique, mais elle n'est pas encore orientée. Vraiment. Et donc comme elle, alors c'est là où par contre, c'est vrai que tu as raison, pourquoi je suis plus rouge que vert, parce qu'à la fin... Mais plus ça, on est rouge. Mais parce que en fait, ça part d'un bon sentiment et c'est mal exécuté. Et donc à la fin, on s'en plaint et on est triste après. Et en plus, on a dépensé du fuel. Parce que là, on va dépenser de l'argent sur AMD. Ouais. Donc moi, je pense que vraiment, il faut recaler ça. Ouais. Et l'exemplarité dont tu parles, elle doit être centrale. En plus, là, on a le champion. Parce qu'en plus, souvent, ils disent « Ah, on a plusieurs champions, on ne sait pas quoi choisir ». Il y en a un, on n'a pas 12, il y en a un. Et donc, soit il passe celui-là, soit il crame. Et je lui souhaite de réussir. Mais là, déjà, je pense que lui, quand il entend ça, il se fait « Ok, bah voilà, j'attends le train prochain. Ouais, ». Et comme le Health Data Hub, il faudra attendre donc 5 ans pour qu'on dise « Ah !» on va peut-être aller sur un français. Et ben voilà, donc on n'a pas le temps de parler de la plateforme des données de santé des Français qui va migrer de la plateforme Microsoft Azure à la plateforme de Scaleway. Donc on est ravis, on l'a dit en introduction et on n'a pas le temps d'en dire plus. Merci beaucoup Alexandra Iteanu, merci Alain Garnier, merci Philippe Legrand. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le grand débrief de la tech en direct à 10h45 tous les jeudis sur Bismart.